Démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, je suis Margot Hérault du service léger local et je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence. Alors, avant de commencer, je vais simplement rappeler rapidement qui nous sommes. Donc, Léger local a deux objectifs. D'une part, mutualiser les expertises et d'autre part, sécuriser les décisions juridiques des cadres territoriaux et des élus. Nous avons des services gratuits et premium, comme vous le voyez ici. Pour profiter des services gratuits qui sont l'espace collaboratif, la base mutualisée, les frontons numériques, les contenus juridiques tels que questions-réponses et la sélection du géo, il suffit de vous inscrire sur le réseau à l'adresse réseau.légerlocal.fr. En tant que membre du réseau, vous serez également informé des prochaines conférences en ligne. Car en effet, chaque mois, l'équipe de juristes de l'assistance juridique dont je fais partie, vous propose une conférence en ligne gratuite sur un thème d'actualité qui est au cœur des préoccupations des responsables des collectivités territoriales. Donc, pour le mois de juin, nous avons décidé d'aborder un sujet d'actualité, les procédures et les conséquences des fusions de PCI. Donc, ce sujet semblait opportun car même si nous avons pu constater de nombreuses étapes juridiques dans ce projet de fusion de PCI, il a toutefois pris un élan supplémentaire avec la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, qui a repris la procédure d'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale, comme vous le savez, en le simplifiant et en imposant un calendrier. Donc vous l'aurez compris, la conséquence logique et objectif, enfin la conséquence logique ainsi que son objectif, c'est d'avoir un nouvel outil pour pallier le millefeuille territorial et donc de renforcer la cohérence des périmètres. Donc pour ce faire, encore faut-il connaître les procédures de mise en œuvre d'une telle fusion, ce qui fera donc l'objet de la première partie, mais également les conséquences qui seront à anticiper, ce qui fera l'objet de la seconde partie. Comme vous le savez, la procédure de fusion peut se faire selon des règles du droit commun. Donc toute la procédure sera rappelée dans une première sous-partie. Mais il existe également la procédure de fusion dérogatoire. Donc cette procédure, elle sera abordée dans la deuxième sous-partie. Alors, commençons par la procédure de fusion de droit commun. Donc pour mémoire, cette procédure est régie par l'article L 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales. Et dans cette procédure, on peut distinguer trois phases. Donc ce sont les phases très classiques, donc la phase d'initiative, la phase délibérative et enfin la phase conclusive. Alors, commençons par la phase d'initiative. Donc, la première question qui nous vient à l'esprit est bien évidemment de savoir qui peut être à l'initiative de la procédure de fusion. Donc, les entités compétentes sont les conseils municipaux, un seul suffit, un ou plusieurs conseils communautaires, et enfin la commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI, voire le préfet à titre exceptionnel pour cette procédure. Alors, concernant les délais, on observe une différence en fonction de l'entité qui est à l'initiative de cette procédure. Effectivement, si c'est à l'initiative des communes ou des EPCI, le préfet a alors 2 mois à compter de la demande de projet de fusion pour prendre l'arrêté de périmètre de fusion. En revanche, si c'est à l'initiative du préfet ou de la commission, il n'existe aucun délai pour prendre l'arrêté du périmètre de fusion. Concernant maintenant le périmètre de fusion, donc il nous apparaît pertinent de se demander ce que peut englober finalement ce périmètre. Est-ce qu'il est limité? Mais finalement pas tant que ça, car on peut comprendre, ce périmètre peut comprendre aussi bien donc, des communes isolées comme des communes appartenant déjà à un EPCI. L'essentiel finalement est que le projet contienne des communes de cohérence spatiale et économique qui peut traduire par une solidarité économique. Passons maintenant à la phase délibérative. Donc la première question que l'on peut se poser est du contenu du projet de fusion. Donc comme vous pouvez le voir sur la présentation, ce projet contient contient le projet de périmètre, la catégorie et les statuts du nouvel EPCI et un rapport explicatif avec une étude d'impact budgétaire et fiscal.
Maintenant, concernant le délai de délibération, les conseils municipaux doivent respecter un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêté préfectoral de périmètre pour se prononcer sur le projet de fusion. Et une fois ces 3 mois passés, si la délibération n'a pas eu lieu, alors cela vaut acceptation. On peut également donc se demander si les EPCI ont également la possibilité de délibérer sur ce projet dans la mesure où ils sont quand même directement concernés par ce projet de fusion. Donc, sachez effectivement que les EPCI concernés par la fusion peuvent effectivement être sollicités, mais attention, c'est uniquement pour avis. Ils ont également un délai d'1 mois pour prendre leur avis. À défaut de délibération, l'avis est alors réputé favorable. Bon, dans la mesure où il ne s'agit que d'un simple avis, ils n'ont donc aucun droit de veto ni de minorité de blocage. Maintenant, concernant la délibération de la commission départementale de coopération intercommunale, comme les EPCI, la délibération de cette commission n'a qu'une valeur d'avis. Le projet de fusion ainsi que les délibérations des communes lui sont soumises pour pouvoir justement rendre cet avis. Donc si la commission n'a pas délibéré dans un délai de 2 mois, l'avis est alors réputé favorable. À défaut, il faut également garder à l'esprit que la commission a la possibilité de proposer des modifications du périmètre qui pourront être intégrées à l'arrêté préfectoral uniquement si elles sont votées à la majorité des 2/3 des membres de cette commission. Pour ce qui est de la troisième phase, donc la phase conclusive, il faut qu'il y ait une délibération favorable de la majorité qualifiée des conseils municipaux concernés pour que la fusion soit décidée par un arrêté de préfet. Donc, comme la majorité qualifiée des conseils municipaux de toute commune concernée par la fusion est requise, il faut donc qu'il représente plus de la moitié de la population ou alors la moitié au moins des conseils municipaux des communes concernées représentant les 2/3 de la population. Par ailleurs, ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins 1/3 des communes membres de chaque EPCI concerné par la fusion. Une fois que l'arrêté est pris, il vaut alors décision de retrait des EPCI dont elles sont membres et qui ne seraient pas intégralement inclus dans le projet de périmètre. Alors, passons maintenant à la procédure dérogatoire. Donc, les principales différences de cette procédure avec le droit commun sont celles qui relèvent de la phase d'initiative de la fusion et celles des conditions d'accord des conseils municipaux. Donc, cette procédure est prévue à l'article 35 de la loi NOTRe qui accorde au préfet des pouvoirs temporaires élargis afin de mettre en œuvre des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale qui devait être publié donc, au plus tard au 31 mars 2016. Lors de la phase d'initiative, la consultation des conseils municipaux, comme dans la procédure de droit commun, est maintenue. Donc, avant le 15 juin 2016, le préfet devait notifier l'arrêté de projet de périmètre de fusion de PCI qui devait nécessairement être conforme au schéma départemental de coopération intercommunale. Pendant ce délai, donc avant le 15 juin 2016, le délai peut toutefois s'écarter de ce schéma et définir un autre projet de périmètre. Par ailleurs, même si le projet de fusion ne figure pas au schéma départemental de coopération intercommunale, il peut tout de même proposer un projet de fusion. Ce n'est pas une condition sine qua non. Alors, j'attire votre attention sur les 2 dernières hypothèses, donc soit en cas de modification du périmètre par le préfet ou en cas d'absence de schéma. Dans les 2 cas, le préfet devra obligatoirement respecter les objectifs légaux prévus par le schéma et donc devra se baser sur les orientations fixées par la loi. Le préfet devra alors saisir la commission pour avis qui disposera d'un délai d'1 mois pour se prononcer. Et il y a également la possibilité pour la commission d'amender le projet du préfet à la majorité des 2/3 de ses membres. Donc, le délai accordé aux communes et aux EPCI pour se prononcer sur la fusion est de 75 jours à compter de la notification aux communes et aux EPCI du projet de fusion. Une fois toutes ces modalités passées, le préfet peut prononcer la fusion après accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux. Donc ça, c'est selon la règle évoquée dans la partie sur la procédure de droit commun, donc ça ne change pas. Cependant, l'absence de délibération dans les 75 jours pour se prononcer sur la fusion vaut avis favorable.
Donc, les organes délibérants des EPCI concernés ont un avis consultatif, comme dans la procédure de droit commun. Et une fois le prononcé de fusion établi, les communes ont la possibilité de se retirer de l'EPCI sans nécessairement requérir l'accord du conseil, des conseils communautaires ou des communes membres. Passons maintenant à la procédure de fusion passée même en cas de désaccord des communes concernées. Donc sachez que cette procédure ne peut être réalisée qu'après achèvement des procédures de consultation. Sur décision donc motivée et après avis de la commission départementale de coopération intercommunale. Alors, pour ce type de procédure dite de passer outre l'accord des communes, deux cas de figure sont à envisager. Alors, premier cas de figure, le projet de périmètre ne figure pas au schéma départemental de coopération intercommunale. Dans ce cas, la procédure ne peut alors être poursuivie que si la commission départementale de coopération intercommunale rend un avis conforme et favorable à ce sujet. Deuxième cas de figure, le projet est bien prévu au schéma. Dans ce cas-là, un simple avis de la commission est suffisant. Et les propositions de modification du périmètre adoptées à la majorité des 2/3 des membres de la commission devront être intégrées. Concernant l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale, il faut retenir trois choses. Donc, qu'elle doit rendre son avis dans un délai d'1 mois après réception du projet, qu'elle a la possibilité de recueillir les demandes des maires des communes et présidents des EPCI concernés. Enfin, le défaut de délibération par la commission dans un délai d'1 mois vaut avis favorable, encore une fois. Pour ce qui est de la décision de fusion dans cette procédure de passer outre, elle doit obligatoirement être prononcée par un arrêté préfectoral, donc avant le 31 décembre 2016, pour que l'arrêté puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Pour mémoire, l'arrêté de fusion va prendre la liste des éléments que vous pouvez voir sur la présentation, donc à savoir le nom, le siège, les compétences du nouvel EPCI, la liste des EPCI concernés, qui va indiquer la catégorie des EPCI à fiscalité propre envisagée. Donc sachez qu'un arrêté préfectoral complémentaire pourra indiquer la répartition des sièges entre les communes au sein du conseil communautaire, mais devra également entrer en vigueur le 17 janvier 2017. Donc comme vous l'aurez constaté, la procédure de fusion d'EPCI est très encadrée, même pour la procédure dite de passer outre. Donc, en espérant que tout était clair pour vous, je vais maintenant passer aux conséquences concrètes de la fusion de PCI. Les conséquences étant multiples et parfois même très techniques, nous avons donc décidé de nous centrer sur les conséquences que vous voyez affichées dans la présentation. On va savoir, alors dans un premier temps, les conséquences institutionnelles, qui fera donc l'objet de la première partie. Ensuite, les conséquences fiscales que l'on traitera dans un deuxième temps. Et enfin, les conséquences financières et les transferts de compétences qui seront, elles, abordées en dernier. Alors, pour les conséquences institutionnelles. Comme vous le savez, la fusion d'un EPCI entraîne nécessairement un remaniement dans la répartition des sièges entre les communes. Donc, en application de l'article L 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, cette nouvelle répartition peut se faire selon les règles de droit commun ou selon les termes d'un accord local. Donc, deux hypothèses. Pour l'accord local, si la gouvernance a été établie avant l'arrêté de fusion, alors il sera possible d'y faire figurer la nouvelle répartition des sièges. Si la gouvernance, en revanche, n'a pas été déterminée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté, les communes auront alors 3 mois et jusqu'au 15 décembre 2016 pour délibérer sur le nombre de la répartition des sièges au sein du nouvel organe délibérant, l'arrêté devant également entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Le préfet devra donc constater la composition du conseil communautaire par un arrêté. Alors, vous pouvez voir sur la présentation le tableau qui fixe le nombre de conseillers communautaires qui doit être établi en fonction de la population municipale. Donc vous pouvez retrouver ce tableau à l'article L 5211-6-1 du CGT. Mais je voulais tout de même vous le montrer afin que vous ayez quand même un aperçu avant de traiter la répartition.
Vous pouvez par ailleurs constater que la taille de la population augmente plus rapidement que le nombre de sièges finalement. Si on prend l'exemple d'une commune de plus de 3500 habitants et jusqu'à 5000, le nombre de sièges est de 18, alors que pour les communes qui ont entre 49 000 et 50 000 habitants, le nombre de sièges s'élève à 40, soit 4 fois plus d'habitants contre seulement un peu plus de 2 fois plus de sièges. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a donc deux types de répartition. Commençons donc par celle qui relève du droit commun. Cette répartition est régie par l'article L 5211-6-1 dans son grand 2 à son grand 6 du CGCT. Il y a une répartition de manière automatique des sièges du conseil communautaire suivant la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Donc c'est une moyenne qui est justement fondée sur le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Et si aucun accord local n'est conclu avant le 15 décembre 2016, cette répartition de droit commun s'applique alors de plein droit. Abordons maintenant la répartition des sièges selon un accord local, qui est un peu plus complexe que celle du droit commun, comme vous pouvez l'imaginer. Cette répartition est régie par l'article L 5211-6-1 12e du CGCT. Il prévoit qu'il est permis de répartir au maximum 25% des sièges supplémentaires par rapport à la somme des sièges qui sont attribués, en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne, donc également basée sur le tableau. Il est également prévu que la répartition se fait en fonction de la population municipale de chaque commune lorsqu'elle dispose d'un droit lorsqu'elle dispose au moins d'un siège et impose qu'aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges à elle-même, à elle seule. Enfin, il est possible d'avoir un écart d'environ 20% de la proportion de la population communale dans la population globale de l'EPCI. Maintenant, pour que l'accord local soit valide, il doit recueillir l'approbation des 2/3 des communes membres qui doivent, elles, représenter l'ensemble, enfin, qui doivent représenter ensemble plus de la moitié de la population totale de l'EPCI, ou alors recueillir l'approbation des conseils municipaux des communes membres de l'EPCI, qui doivent, eux, représenter les 2/3 de la population totale de l'EPCI. Ensuite, dans ces 2/3 des communes membres ou de la moitié des conseils municipaux précités, il faut obligatoirement y avoir la commune la plus peuplée de l'EPCI, si et seulement si cette commune la plus peuplée représente à elle seule plus de 1/4 de la population totale de l'EPCI. Donc, en résumé, s'il y a une commune dont la population représente plus de 1/4 de l'EPCI, elle doit obligatoirement figurer dans les 2/3 des communes ou dans la moitié des conseils municipaux concernés par la règle de vote. Cela reflète finalement le fait que les grandes communes des EPCI ont donc un poids tout particulier dans ces modalités de calcul de vote et qu'à elles seules, elles peuvent mettre à mal le vote. À propos des récupérations sur le nouveau conseil communautaire. Donc, comme vous le savez, la nouvelle répartition a pour conséquence de faire varier le nombre de représentants des communes par rapport au nombre de conseillers communautaires qui ont été élus à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux en mars 2014. C'est pourquoi, pour ces mandats en cours, l'article L 5211-6-2 du CGCT prévoit des modalités de désignation. Cela va néanmoins différer en fonction, donc, notamment du nombre d'habitants. Ah, alors, j'ai un petit problème technique. Alors, c'est rien, je reviens. Excusez-moi. Donc, on reprend. Alors, donc de manière plus précise, pour ces mandats en cours, l'article L 5211-6-2 du CGCT prévoit des modalités de désignation, non seulement en fonction du nombre d'habitants, mais également en fonction de l'impact qu'aura la fusion sur le nombre de conseillers communautaires. Donc je m'explique.
Commençons par les communes de moins de 1000 habitants. Si le nombre de conseillers communautaires de la commune reste inchangé, le mandat des conseillers communautaires désignés lors du renouvellement précédent de 2014 ou lors d'une élection municipale partielle, dans ce cas, ce mandat est conservé. Enfin, tous ces mandats sont conservés. Si le nombre de conseillers communautaires de la commune s'accroît suite à la répartition, il y a un maintien des mandats des conseillers communautaires et pour les mandats supplémentaires, ils seront alors attribués aux conseillers municipaux placés dans l'ordre du tableau. Donc après le dernier conseiller municipal disposant d'un mandat communautaire. Si la nouvelle répartition, en revanche, entraîne une diminution du nombre de conseillers communautaires, alors cela entraîne une perte de mandat intercommunal des conseillers communautaires les moins bien placés. Donc passons aux communes de plus de 1000 habitants, enfin 1000 habitants et plus. Donc si le nombre de conseillers communautaires de la commune reste inchangé, alors les conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général des conseillers municipaux, ces mandats, donc ces élus font partie du nouvel organe. Si le nombre de conseillers communautaires de la commune s'accroît, alors il y a un maintien du mandat des conseillers communautaires élus lors du précédent renouvellement général de conseil municipal. Et pour attribuer des mandats supplémentaires, cela fera donc l'objet d'une élection des conseillers communautaires supplémentaires par le conseil municipal. Ils seront alors élus parmi les membres au scrutin de liste à un tour, sans injonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste devant respecter les règles de parité. Enfin, si le nombre de conseillers communautaires de la commune diminue, cela entraîne alors une diminution du nombre de conseillers communautaires de la commune. Il faudra alors organiser une élection des conseillers communautaires qui représenteront la commune au sein du nouvel organe par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortant au scrutin de liste à un tour. Donc c'est la même chose, sans injonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Et la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur la liste est donc inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. Concernant le nouvel organe délibérant, il est régi notamment par l'article 35.3 de la loi NOTRe, qui prévoit une prorogation des mandats des conseillers communautaires en fonction dans les EPCI fusionnés, et ceci jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant au plus tard le 27 janvier 2017. Sachez que pendant la période transitoire, la présidence du nouvel EPCI est assurée par le plus âgé des représentants d'établissements fusionnés. Mais simplement, enfin, ces pouvoirs sont limités aux actes d'administration conservatoire, donc à la gestion courante. Vous le savez, la recomposition de l'organe délibérant entraîne une nouvelle désignation de l'ensemble des membres du bureau de l'EPCI. Pour ce faire, la désignation doit être réalisée selon la nouvelle détermination par le conseil communautaire du nombre de vice-présidents en se fondant sur les modalités prévues à l'article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, tous les membres du bureau devront être élus par le conseil communautaire au scrutin secret et à la majorité absolue. Cela étant, premier tour de scrutin s'avère être infructueux, il y aura un troisième tour de scrutin avec élection à la majorité relative. La parité n'est pas obligatoire dans les bureaux communautaires. Abordons maintenant les conséquences fiscales de la fusion de PCI, qui fait donc l'objet de cette deuxième sous-partie. Alors, plusieurs possibilités sont envisagées après cette fusion. Elle est en effet susceptible d'entraîner un changement de régime fiscal pour les EPCI préexistants, mais même pour les EPCI préexistants à la fusion qui conserveraient leurs régimes fiscaux, ce n'est pas non plus sans effet. Si on prend l'exemple des taux 4 taxes directes des ordures ménagères, par exemple,
enfin, ces 4 taxes et les ordures ménagères qui seront également impactées. Donc, pour y voir plus clair, nous allons évoquer les 2 possibilités. Donc, dans un premier temps, lorsque le changement de régime fiscal, lorsqu'il y a un changement de régime fiscal suite à la fusion, deuxième possibilité, donc les conséquences de la fusion sur les taux 4 taxes directes, donc taxes d'habitation, foncière sur les propriétés bâties non bâties, cotisation foncière des entreprises, ensuite sur les taxes, sur les taxations des ordures ménagères et enfin sur le versement de transport. Donc, si l'on prend la situation de la fusion qui entraîne le changement de régime fiscal, il faut savoir qu'en réalité, il existe 2 scénarios possibles de changement de régime fiscal. Celui du passage à une fiscalité professionnelle de zone de plusieurs EPCI, précédemment en fiscalité additionnelle, et celui du passage à une fiscalité professionnelle unique de plusieurs EPCI, précédemment en fiscalité additionnelle. Et comme le changement fiscalité professionnelle de zone entraîne peu de modifications fiscales, nous avons préféré nous centrer sur le second cas, donc le passage à une fiscalité professionnelle unique. Pour ce qui est de cette hypothèse, il faudra dans ce cas anticiper 2 grandes conséquences qui sont d'une part l'application du taux de cotisation foncière des entreprises, donc le CFE, sur l'ensemble du territoire fusionné, et d'autre part, l'attribution de l'ensemble des ressources fiscales issues de la réforme de la taxe professionnelle par le nouvel EPCI appliquant le régime de fiscalité professionnelle unique. Donc, à propos du taux de cotisation foncière des entreprises, le CFE, il s'appliquerait de manière uniforme sur l'ensemble du territoire fusionné. On parle donc de CFE unique. Il faudra porter une attention particulière à ce que ce taux ne dépasse pas le taux moyen pondéré, relevé l'année précédente sur l'ensemble des territoires concernés par la fusion. Donc là, je vous renvoie à l'article 1638-0 bis du Code général des impôts. Pour ce faire, le taux de cotisation foncière des entreprises de chaque commune membre devra alors se rapprocher progressivement du taux de CFE unique en réduisant chaque année l'écart par égal. Donc, sur une durée dépendant du rapport entre le taux de la commune la moins taxée et celui de la commune la plus taxée. Sinon, l'autre possibilité serait finalement que le Conseil communautaire fixe une durée d'harmonisation qui serait comprise entre 1 et 12 ans. À propos de l'attribution de l'ensemble des ressources fiscales issues de la réforme de la taxe professionnelle par le nouvel EPCI qui applique le régime FPU, donc les ressources fiscales concernées ici sont la cotisation foncière des entreprises, donc le CFE encore, abordé précédemment, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, l'IFER, la taxe sur les surfaces commerciales, TASCOM, la taxe d'habitation départementale. À propos de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, donc la DRCTP, et du Fonds national de garantie individuelle des ressources, donc la FNIRG, aucun recalcul n'est actuellement prévu pour la part des communes membres, mais uniquement pour la part des EPCI fusionnants. Donc là, ça a été prévu notamment par l'article 78 de la loi de finances de 2010, qui a été actualisé par l'article 108 de la loi de finances de 2011. Alors, pour être un petit peu plus précise sur la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources, l'EPCI issu de la fusion doit comprendre la somme des parts de ces dotations ou de ces fonds nationaux des EPCI préexistants. Pour les communes issues d'EPCI différents, il faudra alors intégrer une partie de leur dotation et une partie du Fonds national de garantie de leur ancienne EPCI. Alors, l'autre point important, lorsque la fusion entraîne un changement de régime fiscal, concerne l'attribution de la compensation. D'une part,
Pour les communes anciennement membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique ou à fiscalité donc professionnelle unique, l'attribution de compensation n'est pas modifiée au sein de l'EPCI issu de la fusion, sauf dans deux cas. Si de nouvelles compétences ont été transférées au nouvel EPCI ou si d'anciennes compétences communautaires redeviennent finalement communales. D'autre part, pour les communes anciennement membres de PCI à fiscalité additionnelle ou pour les communes isolées, il faut réévaluer l'attribution de compensation au moment de la fusion et dans le respect toujours de l'article 1609 du Code général des impôts. Alors, pour comprendre ces pratiques, il faut se remettre dans l'esprit de la loi NOTRe, où il y a presque automatiquement des compétences nouvelles et obligatoires qui entraînent par conséquent un nouveau calcul d'attribution de compensation. Même lorsque les EPCI qui fusionnent n'exerceraient pas les mêmes compétences, certaines de ces compétences sont rétrocédées aux communes, ce que je vous expliquais tout à l'heure, et encore ceci produit donc des effets sur les attributions de compensation. Et bien évidemment, cela fait l'objet de calculs et d'accords avant en vigueur de la nouvelle communauté, comme la plupart d'entre vous, pour ceux qui en cas sont concernés par la fusion, ont dû le faire. Or, avant le mois de janvier prochain, il n'y a pas de commission locale d'évaluation des charges transférées. Cependant, rien n'empêche qu'en prévision, les maires et présidents des EPCI concernés anticipent ce type de calcul en les préparant et en se mettant d'accord ensemble à l'avance afin d'éviter toute mauvaise surprise et anticiper et gagner du temps lorsque la date officielle de ces calculs sera arrêtée. Concernant la mise en place d'une dotation de solidarité communautaire, donc la DSC, qui est très souvent le fruit d'une histoire propre à chaque EPCI, le nouveau conseil communautaire devra statuer sur les deux critères de répartition à la majorité des 2/3 selon les modalités de l'article 1609 du Code général des impôts. Le montant de l'enveloppe de cette dotation devra être voté sur le budget. Et sachez que même si les deux critères légaux de répartition sont obligatoires, il est possible de les compléter par d'autres critères. Afin de rendre effective cette mise en place de la dotation de solidarité communautaire sur l'ensemble de la nouvelle communauté, trois possibilités peuvent être envisagées. Donc, la première possibilité, elle consisterait à cristalliser les anciens montants de la DSC, donc de ces dotations, dans leur AC, mais ceci est possible uniquement si l'unanimité du conseil communautaire de l'EPCI est obtenue et si la décision est prise avant le vote du budget de l'année précédant la fusion. Donc, la deuxième possibilité, ce serait de remplacer les anciennes dotations de solidarité communautaire versées aux communes par les fonds de concours. Enfin, la troisième possibilité consiste pour les EPCI issus de la fusion à verser une enveloppe de dotation de solidarité communautaire qui serait égale à la somme des dotations anciennement perçues par les communes, mais qu'elles accompagneraient par des modifications d'attribution de l'attribution de compensation. Comme ça pourrait neutraliser les effets de la redistribution. Mais ceci n'est possible qu'avec l'unanimité du Conseil. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la fusion de PCI ne peut être sans conséquences fiscales. Donc, même en l'absence de changement de régime fiscal, la fusion impactera nécessairement les taux des 4 taxes directes citées tout à l'heure. Donc, taxe d'habitation, foncière, propriété bâtie non bâtie, cotisation foncière des entreprises. Également la taxation d'ordures ménagères et aussi le versement transport. Donc, comme la loi du 28 décembre 2011 est venue modifier les modalités de fixation des taux pour les EPCI fusionnants, donc ces nouveaux taux pourront être calculés soit en faisant une moyenne pondérée des taux des EPCI préexistants, soit à partir de la moyenne pondérée des taux des communes concernées par la fusion. Pour calculer les nouveaux taux en tenant compte de la moyenne pondérée des taux des EPCI préexistants à la fusion, cela est possible uniquement
Si pour chaque taxe concernée, un écart supérieur à 20% est enregistré entre le taux le plus élevé et le taux le plus faible des EPCI préexistants. Le but de cette méthode est finalement d'harmoniser progressivement les taux entre les différents territoires. Pour calculer les nouveaux taux à partir de la moyenne pondérée des taux des communes concernées par la fusion, il y a deux choses à retenir. Avec cette méthode, aucune harmonisation progressive n'est prévue. Et donc, ce n'est pas possible pour appliquer cette méthode, en tout cas pour la cotisation foncière des entreprises, car c'est forcément un taux pondéré des communes ou des EPCI qui sera calculé avec un mécanisme d'harmonisation. Donc là, ce serait les EPCI. Alors, nous allons maintenant observer les conséquences financières qui, sans surprise, tournent autour de la dotation d'intercommunalité. Comme vous le savez, il existe des mesures initiatives de fusion qui ont été récemment et légèrement modifiées par la loi de finances de 2013. Et désormais, le versement de la dotation d'intercommunalité doit répondre aux trois modalités suivantes. Alors, premièrement, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant peut être inférieur à la dotation par habitant la plus forte des communautés du nouvel EPCI avant la fusion. L'année de référence est celle juste avant la fusion. Deuxièmement, elle doit avoir été calculée la première année de la fusion sur la base du coefficient d'intégration fiscale le plus important des communautés du nouvel EPCI. Donc là, l'année de référence, c'est encore celle qui précède la fusion. Enfin, le troisième point à savoir, c'est qu'au bout de 3 années de fusion, les différentes communautés ne pourront plus percevoir l'attribution par habitant qui, lorsqu'elle est inférieure à 95% de la dotation par habitant perçue l'année précédente. Alors, concernant le transfert de compétences, il faut garder à l'esprit que le transfert de compétences communales impactera le coefficient d'intégration fiscale de l'EPCI qui est issu de la fusion, ce qui lui permettra donc d'agir sur le montant de sa dotation d'intercommunalité. Par ailleurs, le risque pour les EPCI de réaliser ces compétences est d'entraîner finalement un blocage des capacités financières qui ne pourra dépasser la somme des capacités financières des EPCI. Donc il peut y avoir un côté un peu contre-productif. Donc cela finalement entraîne une nouvelle réflexion sur les dépenses d'équipement. Et l'idée serait de construire un seul lieu de rassemblement sur l'ensemble de l'EPCI fusionné. Donc, par exemple, ce serait envisager la construction d'un gymnase sur l'ensemble, un seul pour l'ensemble de l'EPCI fusionné, au lieu d'en faire un sur chaque commune, par exemple. J'en ai donc terminé avec cette présentation. Et pour conclure donc sur la fusion de PCI, qui est un projet qui semble avoir trouvé finalement une formule encadrant et surtout accompagnant les entités concernées par cette fusion. Vous avez pu constater que des règles très précises ont été prévues, que ce soit au niveau des modalités des votes ou des calculs des différentes conséquences financières et fiscales propres à la fusion, avec en outre diverses modalités en fonction de la taille ou de la population des collectivités concernées. Je peux comprendre que la présentation était souvent très pointue sur ces modalités de vote ou de calcul, mais vous conviendrez qu'elles sont pour le coup particulièrement explicites, claires et précises, et qu'elles sont manifestement applicables à toutes les collectivités et EPCI concernés, avec autant de cas spécifiques qui ont été finalement prévus. Donc, ce qu'il est important de noter ici, c'est que l'État a joué un rôle important dans la prise de décision, et ça à tout niveau du projet de fusion. Un rôle qui est réparti entre le préfet et la commission départementale de coopération intercommunale. Et même si certaines interventions ne sont prévues qu'à titre consultatif, on voit bien qu'elles interviennent finalement à tous les niveaux de l'avancée du projet de fusion. Et ainsi, de nombreuses conséquences suivront cette fusion intercommunale, comme vous le savez, mais l'anticipation était et reste également très encadrée.
Voilà, donc j'en ai terminé avec cette présentation. Donc je vous laisse poser les questions si vous en avez avec le temps qu'il nous reste. Alors, donc aurons le PowerPoint après la conférence. Donc effectivement, la vidéo sera accessible en ligne intégralement, donc sur le réseau Les Vies Locales, dont j'ai rappelé l'adresse au début de la présentation. Vous pourrez donc retrouver tous les éléments que nous avons évoqués ensemble ce matin. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour vous rappeler que l'accès aux webconférences fait partie des services gratuits de notre réseau et je vous invite à y aller prochainement pour trouver cette webconférence, mais aussi les dernières qui ont été organisées. Vous aurez également accès à d'autres services tels que des fiches pratiques, de la veille documentaire, etc. Bien, aucune autre question n'étant posée, je vous remercie sincèrement de votre participation et de votre attention. Je vous donne rendez-vous donc fin juillet pour une prochaine conférence. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.